Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur l'optimisation du contenu pour les appareils mobiles. Alors, pourquoi on a décidé de vous présenter ce sujet-là aujourd'hui? C'est bien simple. Dans le fond, quand on regarde les statistiques d'ouverture des courriels sur les appareils mobiles depuis les dernières années, c'est en constante évolution. Et puis, c'est pas vraiment une mode qui va se dissiper, si on veut. Dans le fond, Alexandre aujourd'hui va vous en parler plus longuement. La présentation d'aujourd'hui, dans le fond, si vous avez des questions, comme à l'habitude, vous pouvez les poser via votre petite boîte de chat dans votre panneau de contrôle. Et il y aura bien sûr une période qui va être réservée à la fin de la présentation pour que vous puissiez, pour que Alexandre puisse répondre à vos questions. La présentation est bien entendu enregistrée. Et la vidéo et la présentation PowerPoint vont vous être envoyées par courriel d'ici demain. Alors, le présentateur aujourd'hui, Alexandre Touin, notre directeur conseil. Alors, vous êtes entre très bonnes mains. Je lui laisse la parole pour faire sa présentation. À toi, Alexandre. Mais merci Claudia. Comme Claudia a mentionné au départ, la mobilité dans le milieu du courriel est vraiment en explosion à travers les années. Si on regarde le graphique qui est à l'écran présentement, c'est pour l'ensemble de nos clients canadiens qu'on a fait une moyenne pour savoir c'est quoi les ouvertures globales. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une tendance là, qui est assez importante du fait que le mobile va en augmentation mois après mois. On commence même à avoir certains clients où l'ouverture mobile dépasse celle des ouvertures sur l'ordinateur. Donc, tout ça, c'est dû évidemment là, à la plus grande utilisation du mobile, de l'Internet au travers le temps. Donc, c'est vraiment une tendance qui est lourde et qu'on le voit. Les solutions qu'on a face à ça, c'est vraiment justement de passer à des modèles qui sont plus responsive. La présentation va un peu vous montrer qu'est-ce que responsive, puis aussi des petits trucs, des petits cues comme on appelle, pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien ou moins bien dans le mobile, des petits réflexes à développer à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'un responsive? Ben, c'est simplement un design qui s'adapte à la plateforme de lecture du courriel. C'est-à-dire que ce n'est pas une deuxième programmation ou une programmation différente qui fait qu'il faut qu'on couvre. Ce que ça fait, c'est que votre design va s'adapter de lui-même sur l'écran. Pourquoi on fonctionne de cette manière-là? C'est bien simple, avec la multitude des appareils qui existent aujourd'hui, que ce soit les différents modèles d'iPhone ou les Android ou les Windows Phone ou les tablettes, bon, il y en a un paquet, ils ont tous des résolutions différentes. Donc, de commencer à traiter plateforme par plateforme demanderait beaucoup trop de travail. C'est pourquoi là, on y va plus vers des modèles responsifs. Pourquoi on ferait l'effort de faire du responsive? C'est bien simple, c'est tout simplement que les modèles, en fait les courriels qui sont lus sur des téléphones, quand ils ne sont pas correctement affichés, les gens ne les lisent pas. Ou pire, ils les suppriment. Nos moyennes disent qu'environ 80% des courriels qui ne sont pas adaptés, qui sont ouverts sur une plateforme mobile, automatiquement sont effacés. L'autre aspect plus positif, c'est que quand on a un modèle responsive, contrairement à, disons, une vue desktop, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plus de clics aussi qui se fait directement dans le courriel. Si on parle du premier lien vers le premier contenu, on parle en moyenne d'augmentation d'à peu près 27% de plus que si ça serait sur desktop. Ça, c'est basé selon une étude de Litmus. Là, les chiffres exacts, c'est 24% plus de clics uniques sur une tablette et 29% plus de clics uniques sur mobile. Donc, c'est des avantages que le responsive a. Ce qui est important de mentionner, c'est que le responsive, c'est une technologie, là, en fait, c'est une utilisation de codification derrière. C'est dans le langage de HTML dans lequel on va programmer, qu'on va utiliser l'utilisation des media query. On n'ira pas trop dans le technique aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous compreniez que ce n'est pas toutes les plateformes de lecture de courriel qui vont permettre le responsive. Il y a beaucoup de plateformes qui le permettent, il y en a d'autres moins. Pour ça, je vous suggère fortement d'aller voir sur notre académie. On a une liste de l'ensemble des plateformes connues et testées par nous et lesquelles supportent partiellement, complètement ou pas du tout le responsive. Il faut comprendre que c'est une liste qui évolue parce qu'évidemment, étant donné que c'est très tendance, de plus en plus de plateformes se correspondent à cette technologie-là.
Donc, comment on fait pour créer du mobile? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va essayer de déterminer dans notre infolette, c'est quoi le contenu essentiel versus le contenu superflu. Souvent, qu'on est habitué de créer des contenus pour le desktop, on se fie à l'affichage qu'on a basé sur un écran d'ordinateur. C'est sûr que sur un écran de téléphone, on a moins d'espace. Donc, un des éléments qu'on peut faire, c'est déterminer qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève sur la version mobile et qu'est-ce qu'on peut aussi réaligner. Une bonne technique qu'on peut utiliser, c'est de servir avec un système de pointage. Donc, pour chacun des éléments d'un contenu, vous attribuez des points à savoir lequel est le plus important, une attribuant une note, ça peut être de 1 à 3 en pourcentage ou peu importe. Et ensuite de ça, quand vous allez sur votre version responsive, on peut déterminer quel contenu on a plus besoin d'utiliser. Je donne un exemple, c'est pour un client à nous, Ville de Laval, il y a vraiment une différence dans l'ordonnancement. Eux, ils ont décidé de garder vraiment l'ensemble des contenus. Par contre, l'ordonnancement est fait différemment selon l'affichage. Comme dans ce cas-ci, à la version à gauche, c'est vraiment la version qu'on a quand on ouvre l'ordinateur. On voit qu'on a un titre en bleu à la gauche. Ensuite, on a la description de la nouvelle, le petit call to action qui est planifié votre semaine. Ensuite de ça, l'image et on finit avec le partage viral. Pour ce qui est du mobile, on est allé un peu différemment où le titre reste en premier, mais ensuite on saute tout de suite à l'image pour avoir une vue plus visuelle, plus agréable à lire. Ensuite de ça, tout de suite le partage viral, la description de la nouvelle et finalement le call to action. Donc, on voit c'est vraiment une édition du courriel qui a été créée. Par contre, la technologie derrière va réaligner selon le besoin, la volonté finalement du client. En deuxième étape, c'est vraiment la question des images. Les images sur un mobile sont beaucoup plus petites. Souvent, dans l'entête, on va d'un courriel, on va rajouter beaucoup d'informations. Par exemple, on peut rajouter le titre de l'infolette ou de la communication, la date, un call to action. On peut rentrer plein de trucs. Et c'est là que quand l'image, on fait tout simplement la rapetisser, ça devient moins lisible. Donc, un bon truc, c'est tout simplement de voir de loin ou en rapetissant votre image, la dézoomant à plus petit, voir est-ce que les contenus qui sont à l'intérieur sont toujours lisibles. Par exemple, le titre de l'infolette. Si l'image, le titre est écrit plus petit dedans, une fois que c'est rapetissé sur un appareil mobile, on le voit vraiment moins bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'alterner avec une image spéciale là, pour la version mobile, qui celle-là aurait du texte plus gros ou un visuel différent. Par exemple, si on regarde ici l'infolette de M. Porter, qui est un magasin de vêtements, ce qu'on voit, c'est que l'image du haut est complètement modifiée, où on a enlevé toute la partie titre là, avec le The British Fine Watch Brand. Ça a été enlevé, puis on a juste vraiment gardé l'image de la montre en se disant, mais c'est suffisant pour une lecture mobile pour comprendre ce que c'est. C'est vraiment, comme je disais tantôt, ils ont décidé d'enlever du contenu. Si on voit aussi un peu dans la version tablette, il y a des contenus à droite. Il y a un homme en haut, on a une chemise, puis ensuite de ça, on a un monsieur avec un jacket. Ça a été complètement éliminé dans la version responsive pour se concentrer sur ce qu'on veut que les gens voient, c'est-à-dire dans ce cas-ci, les produits. Donc, c'est une autre manière qu'on peut voir de réaligner. Il faut vraiment voir les deux médiums de manière différente. Troisième étape, c'est une bonne idée lors de la création du design de penser mobile. Donc, lorsque vous voulez faire une maquette pour penser justement à une refonte de votre infolette ou quoi que ce soit, pensez à cet élément-là. Comment ça va s'afficher sur une version mobile? Ça peut être testé, mais juste au niveau de la conceptualisation, c'est important de le penser. Qu'est-ce qu'on affiche, qu'est-ce qu'on n'affiche pas? Est-ce qu'on planifie nos contenus pour qu'ils soient plus facilement ajustables en responsive? Comme on le voit dans mon exemple de 3-2-1 Day2Go, les contenus s'alignent après ça un par-dessus l'autre, les blocs. Donc, dans ce cas-ci, une méthode facile technologiquement de le mettre en place, c'est de mettre dans la version desktop du 2 colonnes qui se réaligne de lui-même un par-dessus l'autre. Si vous faites des ajustements moins alignés, dans ce cas-là, ça devient plus complexe pour la version responsive de l'afficher.
Pensez aussi justement à est-ce qu'on ajoute un menu. Dans ce cas-là, si on ajoute un menu, est-il vraiment pertinent? Est-ce qu'on met tous les boutons? Est-ce qu'on grossit les boutons? Est-ce qu'on grossit le texte dans les boutons? Comment on dispose les éléments? Etc. etc. Donc, c'est vraiment juste de se faire un minding relié à comment ça va être vu sur votre version responsive. Des petits trucs rapides pour se distinguer quand on pense en responsive. Premièrement, changer l'ordonnancement. Comme j'ai montré tantôt pour l'infolettre de la ville de Laval, l'ordonnancement peut être différent dans un courriel responsive une fois qu'on tombe dans la version mobile. Donc, essayez de jouer avec ça pour justement se distinguer, mais surtout pour bien capitaliser sur ce que les gens vont lire. Pensez toujours mobile. Deuxième petit truc, ben, si vos call to actions sont des numéros de téléphone ou s'il y a des éléments qui sont reliés à des numéros de téléphone, n'oubliez pas que sur mobile, on a un avantage facile qui est tout simplement un clic qui amène directement dans l'interface d'appel avec le numéro tapé, ce qui fait que le numéro se compose tout de suite. Ça raccourcit le traitement fait par l'utilisateur et ainsi on a donc un meilleur rendement là, au niveau de l'utilisation. Donc, c'est un petit truc. Ensuite de ça, comme je dis, on peut changer des mots, on peut changer des contenus. Profitez-en pour être créatif. Votre fameux cliquer ici sur un téléphone, personne clique, personne n'a une souris, les gens tapent. Donc, ça peut être des petits trucs, là, juste pour se distinguer. Quand on le voit, nous, c'est très rare qu'on le voit, mais quand on le voit, juste de changer les call to action pour quelque chose qui est représenté mobile, ben, ça a toujours une performance qui est un peu plus grande parce que les gens trouvent ça le fun. Finalement, tester. C'est quelque chose qui, pour moi, est un peu de base, mais je me rends compte que faut que je le répète souvent à chacune de mes présentations parce que les gens n'ont pas le réflexe. On a plusieurs outils dans OpenField qui vous permettent de tester des différentes manières, que ce soit au niveau des campagnes multisegments, des tests A/B. Il y a plein de manières de tester. On n'a pas de méthode qui va fonctionner pour tout le monde. Il faut vraiment que vous testez différemment pour voir comment votre clientèle se distingue. Puis ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir capitaliser sur les apprentissages que vous faites pour pouvoir mieux performer dans vos envois. Parlant de tester, quand vous le testez sur votre mobile, vous-même avant un envoi, testez vraiment la lisibilité. Donc, essayez de le voir d'un point de vue de quelqu'un qui est complètement à l'extérieur de votre industrie, puis qui recevrait ce courriel-là. Comment lui perçoit votre courriel? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce que les call to action sont visibles, clairs, précis, contrastés? Est-ce qu'on a tout de suite le bon réflexe à savoir voici où il faut aller. Puis la capacité de cliquer, c'est justement, n'oubliez pas qu'un appareil mobile, c'est petit. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le temps, les gens ont plus tendance à se rendre en bas du courriel. La bonne pratique dit qu'il faut mettre vraiment les contenus importants en haut parce que c'est ce qui est lu et souvent on ne se rend pas jusqu'en bas. Ce qu'on se rend compte avec le téléphone, c'est que c'est en train de changer ça un peu. Les gens ont plus tendance, parce que glisser c'est facile avec le pouce, ont tendance à aller plus loin dans le courriel. Bon, ben, assurez-vous que la capacité de cliquer soit, oui, dans l'interface première, mais un peu partout dans votre infolette pour justement attirer le contenu. J'en profite pour mentionner qu'on a l'interface Litmus, pour ceux qui la connaissent bien ou qui la connaissent moins bien. C'est une interface dans OpenField qui vous permet de voir comment va s'afficher votre courriel dans différentes plateformes, que ce soit sur ordinateur, sur le web ou sur le mobile. Donc, que ce soit Outlook, Apple Mail, sur un iPhone, dépendamment des applications et de la version, même chose pour les Android, ou même pour les gens qui sont sur Yahoo, Gmail, peu importe. C'est une interface qui fait un petit calcul et qui vous permet de voir vraiment l'affichage que ça va avoir. C'est une bonne manière de tester un peu, parce que chacun de ces plateformes-là a des fonctionnements différents, donc affiche parfois les courriels de manière différente. Si ça vous intéresse, vous pourrez en discuter avec vos directeurs de compte ou gestionnaires de projet respectifs.
Ensuite de ça, des quelques bons coups et mauvais coups. Je prends l'exemple à gauche en premier de Snap. Eux, ils ont vraiment réfléchi à leur modèle lors de la réalisation pour dire comment que je veux que ça s'affiche en version desktop sur votre ordinateur, mais aussi en version mobile. Donc, dès le départ, lors de la conceptualisation de l'infolette, ils ont vraiment pensé aux deux affichages, ce qui fait qu'au niveau de la réalisation par la suite, ben, c'est simple, clair et précis. Leur design, on le voit bien là, est facilement adaptable en responsive. Si on regarde à gauche ou à droite, c'est vraiment des systèmes de colonnes. Donc, ça devient facile à placer ensuite de ça au niveau de la version responsive. Et la version responsive reste toujours très lisible, très facile à lire. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur taux d'ouverture et surtout de clics. Un moins bon coup, l'image à droite date un peu, mais je la trouvais très pertinente. C'est qu'il faut faire attention justement quand on place des petits détails, le call to action, où il est placé. Par tendance, on essaie toujours de le mettre plus à gauche parce qu'à droite, sur les téléphones, de manière globale, il y a souvent l'icône de poubelle qui permet de supprimer ou au moins l'icône de retour. Donc si, comme on le voit dans le cas, le bouton dépasse un peu sur la barre, les gens en cliquant pourraient malheureusement sans le vouloir cliquer sur la poubelle ou sur le bouton de retour. Et dans ce cas-là, probablement vous perdriez potentiellement là, un appel sur votre landing page ou peu importe l'endroit. Il ne faut jamais oublier que les doigts sont malheureusement plus gros qu'une souris. Donc, dans vos réalisations, dans vos call to action, n'hésitez pas à vraiment essayer de penser à l'ensemble de l'affichage que ça va avoir et des petits éléments qui peuvent popper à ce moment-là. C'est évident qu'un élément comme celui-ci ne peut pas être vraiment réfléchi lors de la conceptualisation. C'est vraiment lors des tests qu'on s'en rend compte parce que les plateformes sont toutes différentes et tout ça. Donc, c'est important d'être agile un peu et puis de pouvoir ajuster le modèle pour justement répondre aux meilleures pratiques au fur et à mesure de l'intégration. Ça complète pour le moment l'interface responsive. On m'a posé des questions par rapport à savoir si nos différents modules permettaient le responsive, que ce soit sur nos modules de message ou nos modules autres, c'est-à-dire microsites, modules de sondage, etc. Oui. Tout est supporté, c'est souvent juste qu'il faut le configurer correctement. Donc, tout simplement là, vérifier au fur et à mesure que vous le faites. Si vous avez des désirs d'avoir, par exemple, un sondage en responsive ou un microsite responsive et tout ça, il n'y a pas de problème, tout simplement nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de voir comment on peut vous accompagner là-dedans. S'il y en a d'autres qui ont des questions, vous pouvez les poser dans votre boîte de chat. Il y en a déjà une, Alexandre, tu peux la prendre. Oui. Est-ce une même intégration d'infolette pour les deux envois ou doit-on produire indépendamment les deux versions desktop et mobile? C'est une excellente question. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre souvent quand on utilise un gabarit. On va rendre le gabarit responsive et ensuite de ça, l'intégration se fait de manière unitaire. Donc, à chaque fois que vous avez une intégration à faire, elle va couvrir les deux, c'est-à-dire autant le responsive que la version desktop. Si vous faites une intégration à partir du HTML ou directement, dans ce cas-là, c'est aussi l'intégration qui va être faite de cette manière-là. Par contre, il faut intégrer de la codification un peu particulière. Ça demande un peu plus une situation avancée en HTML parce que, comme j'expliquais un peu plus tôt, ce n'est pas toutes les plateformes qui supportent les media query. Donc, il faut vraiment tester puis utiliser un peu le langage de la plateforme. Donc, à ce niveau-là, s'il y a un intérêt d'utiliser un éditeur HTML et de avoir du responsive, je vous suggère fortement de voir avec votre gestionnaire de projet là, pour voir comment que lui peut vous accompagner là-dedans. Question suivante. La version mobile de notre infolette n'affiche pas les mêmes unes que la version desktop. Ce qui pose problème quand vient le temps de prioriser les nouvelles. Est-ce que c'est possible de modifier le gabarit? Oui, absolument. Il faut juste, en fait, là, contacter votre gestionnaire de projet. Puis, il sera un plaisir là, de voir comment on peut l'interfacer intelligemment là, pour que ça puisse être possible. J'en profite pour mentionner aussi que dans la plateforme présentement, on a 7-8
je suis plus sûr du chiffre exact, mais des gabarits gratuits qui sont utilisables et qui sont responsive. Donc, lorsque vous créez vos gabarits, tout simplement utilisez les modèles OpenFill et vous allez avoir une liste complète des modèles, des gabarits existants, puis un petit compte de téléphone pour clarifier que ce modèle-là est responsive. Donc, ça peut être une bonne manière pour vous de tester pour voir si ça fonctionne bien. Une autre question. Bonjour, je n'ai pas de formation pour faire du responsive. Comment je peux faire pour que ça fonctionne? Présentement, je construis mes templates avec Dreamweaver, je transporte le code. Comme je disais, c'est que le langage responsive est un peu particulier. Peut-être, comme je disais, appeler votre responsable, puis il va voir comment vous accompagner. Puis sinon, ben, il y a toujours le truc du Google, là. Vous allez fouiller, il y a vraiment beaucoup de trucs pour justement comment on intègre le CSS de responsive là, directement dans un email. Ça peut être une autre avenue à ce niveau-là. Lors d'une intégration HTML d'une infolette, laissez-vous complètement tomber les utilitaires de type Outlook 2003 et plus? C'est une très bonne question. Outlook fait partie des logiciels qui ne supportent pas bien le responsive parce qu'ils sont voulus être vus sur un desktop. C'est un logiciel qui s'installe directement sur un ordinateur. Donc, de manière de elle-même, elle va afficher la version desktop. Ça ne vous empêche pas de travailler en responsive à ce niveau-là. Non, on ne les abandonne pas 2003 et plus. Vous pouvez voir aussi dans la version Litmus, on couvre, il me semble, à partir justement de 2003. Je n'ai pas le détail des années exactes qu'on supporte, ben, des éditions, mais 2003, normalement, on le supporte. Comment choisir un outil pour envoyer des infolettes? Par exemple, la connexion avec notre base de données peut être un défi. Oui, absolument. Au niveau des partages entre les bases de données, l'idéal, c'est vraiment construire l'infolettre responsive à partir d'un endroit unique, donc à partir de OpenFill. Ensuite de ça, pour ce qui est de vos transferts de contacts, ben ça, il n'y a pas de problème. On peut faire des ponts avec votre système. Ça sort un peu du webinaire, mais il n'y a pas de problème. Là, votre gestionnaire de projet peut vous montrer des projets à ce niveau-là sur faire des ponts automatisés entre votre système et notre système pour s'assurer. Sinon, on peut fonctionner aussi par API pour faire la création des infolettres. En responsive, ça représente certains défis particuliers, mais des défis qui sont atteignables, qu'on peut passer par-dessus. Donc, à ce niveau-là, c'est probablement une bonne idée d'en parler à votre gestionnaire de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Alors, on va terminer là-dessus. Comme je vous disais plus tôt, la présentation est enregistrée et vous sera envoyée par courriel. Présentation PowerPoint et enregistrement. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup.